Bon, alors du coup, pour cette première vidéo, on va dire cette fois-ci sous format Zoom et non plus sur live Instagram, j'ai Nicolas Coco avec moi. Comment ça va, Nico? Eh ben, écoute, Crimo, ça va très très bien. Je te remercie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi, de parler de l'OM et puis je te remercie pour l'invitation. Voilà. Eh ben, écoute, non, je voulais commencer à parler de l'OL depuis que Sampaoli est arrivé. Puis je me suis dit que je voulais attendre ses premiers matchs et là avec le mercato qui commence à arriver, je me suis dit là ça serait sympa de faire une petite vidéo sur l'OM et du coup je me suis dit bah évidemment on est obligé si on parle de l'OM, on est obligé de parler avec Nicolas Coco. Ça me fait très plaisir en tout cas. Et puis, mais du coup, c'est quoi? C'est Crimo ou Karim? Comment tu veux que je t'appelle? Je sais. Non, bah, appelle-moi Karim, t'inquiète pas. Crimo, c'est un Allez, surnom Karim, ça roule. qu'on me donnait avant, donc t'inquiète pas. Allez, allez, ça roule. Bah écoute, moi en tout cas, ça me fait super plaisir de parler de l'OM. C'est toujours un plaisir. Puis là, l'actualité, elle est très très chargée, donc on va bien s'amuser. Et il y a pas mal de choses à dire quand même. Eh ben, écoute, alors du coup, pour faire le sommaire, on a un peu réaménagé le sommaire parce que je voulais vraiment se focus sur la saison qui arrive et comment pourrait faire jouer les recrues Sampaoli. Donc du coup, en partie, avec la saison de l'OM, le départ de Villas-Boas et de Jean-Jacques Henriero un peu moins en retrait, on va dire c'est du sportif, mais un peu de l'extra. Aussi revenir sur la nomination de Logoria président, l'arrivée de Sampaoli, le staff aussi de Sampaoli aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des noms qui étaient intéressants aussi au niveau du staff, le mercato en cours actuellement et les ambitions de l'OM et pour finir tranquillement le programme de la Ligue 1 qui arrive. Du coup, pour commencer sur cette saison, qui a été découpée en trois parties, on va dire, le début avec Villas-Boas qui comptait deux défaites, ensuite Villas-Boas qui part et qui laisse l'intérim à Nasser Largué C'est vrai, je l'avais oublié celui-là, tiens. sous Nasser Largué, on a cinq défaites et Sampaoli qui reprend l'équipe, qui a fait 11 matchs et qui a fait une défaite. Déjà, sur ce découpage de la saison, qu'est-ce que tu en penses un peu, comme on a dit, de la saison de l'OM qui avait aussi commencé avec aussi cette qualification pour la Ligue des Champions? Bah écoute, Karim, la saison, elle a été très très compliquée. Elle avait plutôt bien commencé en Ligue 1, puisque dans la première partie de saison, l'OM, avec ses matchs en retard, était potentiellement premier. Ça, il faut pas l'oublier, mais c'est vrai que dans le jeu, c'était très très pauvre. Mais la Ligue des Champions, elle a très clairement fait mal aux têtes dans ce groupe. Après coup, j'ai envie de dire, c'était presque prévisible parce que lorsqu'on le regarde, les recrues de l'intersaison, Pape Gueye, Balerdi, Nagatomo et Enrique, bah, c'était pas niveau top Ligue des Champions. Enfin, c'était pas niveau Ligue des Champions tout court. Sachant que tu avais un effectif qui à la base était quand même assez limité. Il faut se rappeler que à Villas-Boas a fait des miracles en première partie de saison il y a 2 ans pour, pour maintenir son équipe dans le top 3 justement, juste avant le Covid. Donc voilà, donc en fait tu te qualifies en Ligue des Champions, tu fais pas un gros recrutement, tu as un effectif assez moyen. En Ligue 1, bah écoute, tu arrives quand même à te maintenir malgré un faible contenu dans le jeu. Mais sauf qu'en Ligue des Champions, ça n'a pas passé. Je pense que ça a fait exploser le groupe. Et puis s'en est suivi des matchs assez compliqués où dès que la chance elle ne part pas dans ton sens, et ben tout s'effrite. Et c'est ce qu'on a vu. Villas-Boas est parti. Maintenant, je tiens quand même à souligner le bilan de Villas-Boas parce qu'il est arrivé quand même dans un contexte assez compliqué. Après le départ de Rudy Garcia, les caisses étaient relativement vides. Le recrutement, c'est pareil, il y a 2 ans, avait été assez limité quantitativement, qualitativement également. Donc voilà, il nous avait donné quand même assez de joie lors de ces 6 premiers mois. On avait vu de belles choses avec un bloc assez haut. Par la suite, il avait été assez pragmatique, mais dans l'ensemble, ça n'a pas suffi. Et puis, comme tu l'as dit, Nasser Largué l'a remplacé. Mm. Et du coup, pour entamer sur Nasser Largué, qui vient vraiment pour faire l'intérim en attendant de trouver un coach, on sait pas encore si Sampaoli va arriver.
On se disait même peut-être que Nasser Largué allait finir la saison. Ouais. Et quand il a été nommé, comment tu l'as trouvé à la nomination, dès qu'il a été nominé, quelle a été ta réaction? Et puis, au fur et à mesure des matchs que tu as vus, qu'est-ce que tu en as pensé de Nasser Largué en intérim? Eh bien, écoute, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça. C'est bon? Ouais, 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 Ok. ça a un peu bugué. Bah, écoute, lorsqu'il a été nominé entraîneur, ça m'a pas surpris puisque c'était le seul, titulaire du diplôme, puisqu'il faut un diplôme pour exercer sur un banc de Ligue 1. Donc voilà, sa nomination ne m'a pas surprise. Par la suite, ça m'a pas étonné non plus qu'il continue son intérim pendant quelques semaines parce que Longoria l'avait de suite, annoncé, il cherchait son remplaçant. Donc plutôt que de se précipiter sur le premier nom venu, Longoria a bien fait puisque Sampaoli, c'est quand même une pointure en tant que coach. Vraiment, dans le contexte actuel, en cours de saison, faire venir Sampaoli, c'était presque inespéré, hein. Moi, les premières fois que j'ai entendu cette rumeur-là, j'étais assez surpris parce que c'est l'OM, parce qu'à l'époque, il y avait Hérault, parce que les messages n'étaient pas, les bons messages n'étaient pas envoyés. Et puis, pour en revenir à Nasser Largué, bah, sur le contenu, je peux pas lui en vouloir parce que voilà, c'est pas son métier, il est formateur de base. Même si je t'avoue que sur certaines séquences, j'étais un peu surpris, un peu déçu. Mais j'ai envie de retenir que le meilleur avec lui, entre guillemets. C'est quoi? C'est d'avoir redonné un peu confiance aux jeunes, aux joueurs tout simplement, parce que vers la fin, il y avait vraiment une fracture entre Villas-Boas et les joueurs. Donc voilà, il a servi d'intérim, il a servi de relais. Et puis là, il a retrouvé son vrai métier qui est la formation. Donc tout le monde est content, le club est mieux. Et puis Sampaoli a repris l'effectif dans de meilleures conditions, on va dire. Vu qu'on va pas y Désolé. revenir, vu qu'on va pas y revenir tout à l'heure, qu'est-ce que tu as pensé des cadres un peu de l'Olympique de Marseille de cette saison, de Steve Mandanda, de Dimitri Payet, de Florian Thauvin, même de Tchai Tachar ou de Alvaro qui ont été les cadres de la défense, ou même Boubacar Kamara? Bah, écoute, pour citer le dernier que tu viens de dire, Bouba Camara, pour moi, ça a été le meilleur joueur de la saison. En Ligue des Champions, ça a été le seul au niveau, vraiment. Ça a été le seul joueur au niveau Ligue des Champions. Et ça, c'est à souligner pour un minot de 20 ans ou 21 ans, je me souviens plus de son âge. En ce qui concerne les autres cadres, Mandanda, bah, il a été assez irrégulier, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Payet m'a énormément déçu. Payet avait eu de grands discours quand Rudy Garcia est parti, qu'il était revanchard. Il nous avait fait 6 premiers mois canon, sauf qu'il n'a pas réussi à confirmer. On l'attendait beaucoup en Ligue des Champions. Il est arrivé avec quelques kilos en trop. Il a retrouvé un poids de forme normal au mois d'avril. Pour un professionnel, c'est pas normal en fait. Donc à Dimitri Payet, je lui en veux énormément parce que j'ai l'impression que c'est que quand il a envie. Et le foot, en fait, c'est pas ça. En fait, quand tu es footballeur, tu as des droits, mais tu as surtout des devoirs. Lorsqu'il est arrivé, il était figure de proue du Champion Project. Il a été recruté à prix d'or par Jacques Henriero, qui lui a offert un salaire monstrueux. Rudy Garcia lui a offert le brassard. Et il n'est pas digne de ce statut. Donc, je lui en veux énormément sur ce point-là. Maintenant, concernant les autres joueurs que tu as cités, Alvaro, sur le terrain, je trouve qu'il a été un peu en dessous de ce qu'il nous avait montré lors de sa première saison. Maintenant, Alvaro, ce que je retiens de lui, c'est que c'est le leader de cette équipe. Lorsqu'il y a eu les fameux événements de la commanderie, il ne s'est pas caché, il a essayé de discuter avec les supporters. Donc ça, c'est un point aussi qui est important à Marseille parce qu'on parle du terrain, mais aussi il faut évoquer tout ce qu'il y a autour. Et quand on est joueur de l'Olympique de Marseille, on se doit d'aller au contact des supporters, on se doit de montrer plus, de montrer du caractère, et lui, il l'a fait. Donc pour ça, je voudrais lui porter mon chapeau. Ok. Et concernant Thauvin, alors Et concernant Thauvin, voilà, c'était lui. ouais, tu m'as parlé de Thauvin, eh bien je le mettrai un peu dans le même rayon que Dimitri Payet, c'est-à-dire que sur l'ensemble des matchs de la Ligue des Champions, il m'a énormément déçu. Vraiment, on l'attendait en plus sur cette Ligue des Champions pour savoir s'il avait le niveau, parce que Thauvin, c'est un peu la marode. On dit souvent, bah, Thauvin dans les grands matchs, il n'est pas présent, etc. C'est vrai que Florian Thauvin, c'est un joueur qui est assez décisif,
Donc ça peut paraître un peu un trompe-l'œil lorsqu'on fait le bilan de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, bah, je l'ai trouvé un peu en dessous de tout. Et pour ça, ça m'a déçu. Donc voilà, Florian Thauvin, en plus, la première fois qu'on l'avait vu en Ligue des Champions, c'était lors de sa première saison à l'Olympique de Marseille. Donc il était tout jeune, il n'avait pas fait une saison de fou, mais on ne l'attendait pas parce que c'était pas lui qui était la star de l'équipe. C'était en 2013-2014, il me semble. Voilà, il était tout jeune, il avait 20 ans, il y avait d'autres cadres qu'on attendait un peu plus. Et là, cette saison, c'était alors, est-ce que Thauvin à ce niveau-là et malheureusement, bon, après, il faut dire aussi, le collectif ne l'a pas aidé. Et puis, ça s'est terminé un peu en eau de boudin, puisqu'il a quitté le club libre. Pour passer, du coup, on va revenir sur la première partie de saison avec Villas-Boas. Donc, il présente sa démission avant, ouais, voilà, en janvier. Il dit, voilà, donc j'ai présenté ma démission à la direction. Je ne suis plus d'accord avec la politique sportive du club. Nous avions un accord, il a été cassé. On recrute un mec qui n'a rien à voir avec la caractéristique des autres noms qui sont sortis. Il parlait de Encham. On cherchait un profil précis, un équilibre des salaires. Là, on touche à mon professionnalisme et je ne le supporte pas. Le mercato, c'est fini avec l'arrivée d'un joueur. C'est une décision qui n'a pas été prise par moi. Je n'ai rien à voir. Je l'ai appris par la presse quand je me suis réveillé. C'est précisément un joueur pour lequel j'ai dit non. Mon professionnalisme a été remis en cause. Là, dans cette déclaration, quand il avait fait cette déclaration à sa démission, c'est vrai que alors tout n'était pas de sa faute, mais tout aussi n'était pas de la faute des autres. Comme on dit, il y a toujours la vérité est toujours au milieu. Là, il parle deux fois de son professionnalisme qui a été remis en cause. Il dit qu'il parlait d'un joueur qu'il a été consulté, il a refusé le joueur et pourtant on lui a amené. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette démission et du contexte dans lequel elle était intervenue? Moi, je pense que tout ça, c'est un peu de la com, parce que il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Il parle de Olivier Ntcham, mais il ne faut pas oublier que Longoria, quand même, il lui amène Milik et Lirola. C'est quand même deux joueurs d'un certain niveau, pour un cas précis, d'un certain standing aussi. Donc, en fait, tout ça, c'est de la com, parce que 3 jours avant, il y a les fameux événements à la commanderie. Ça, il faut contextualiser aussi. Et je pense que Villas-Boas ne pouvait pas démissionner parce que déjà, il avait perdu la main sur son groupe, ça, il faut le dire. Et il ne pouvait pas partir alors que l'OM était dans le creux de la vague. C'est-à-dire que un entraîneur de son standing, parce que Villas-Boas a quand même un standing en Europe, il a gagné une Coupe d'Europe, il a eu des titres, il a joué à Tottenham, il a entraîné Tottenham, il a entraîné Chelsea. Donc, il a beau dire que sa carrière, elle est terminée, etc. Mais en fait, tout ça, c'est de la com. Tout ça, c'est de la communication. Donc, il a voulu un peu sauver la face en prétextant qu'il n'était pas d'accord avec la politique sportive, ou du moins avec les transferts qui étaient faits. Chose qui est compréhensible, hein, ça s'entend. Hein, d'autres l'ont fait avant lui, ils n'étaient pas d'accord. Bah, tu es le premier à savoir, hein, en ce moment, avec ce que tu as lu sur Antonio Conte, etc. Je pense que tu sais de quoi je parle. Mm. Ça peut arriver des divergences. Sauf que là, pour le coup, ça tombe mal pour lui. Il y a eu les événements à la commanderie. Longoria lui propose quand même un attaquant classe mondiale, un arrière droite à un très bon niveau. Donc voilà, il est parti, il a pris sa décision. On va la respecter. Et puis, il n'y a, y a, y a, y a, y a, y a pas d'autre chose à dire, selon moi, si ce n'est que son départ, en fait, a été un mal pour un bien, puisque l'OM, au final, accroche la 5e place. Et au vu des événements qui ont précédé sa démission, c'était assez inespéré. Mm. Quelques semaines après, donc Villas-Boas part, quelques semaines après, son président part aussi. Cette fois-ci, c'est pas une démission, il rejoint le conseil de surveillance, Jacques-Henri Hérault. Pour illustrer son départ, j'ai pris une déclaration qu'il y a eu à France Info. Alors, le journaliste de France Info pose la question, pensez-vous que ce qui se passe à l'OM était inévitable? Christophe Boucher répond, oui, c'était inéluctable, c'est la conjugaison des mauvais résultats sportifs, du confinement, de l'attitude des supporters envers Jacques-Henri Hérault, et réciproquement, ça rendait cette issue inévitable. Ce n'est pas Christian Cataldo, président des Dodgers aussi, qui va le contredire. On est vraiment soulagé, c'est plus que les supporters, plus qu'une ville, c'est tout un peuple, de Los Angeles à Dubaï, de la terre entière même, qui ne voulait plus de Jacques-Henri Hérault et avait montré son mécontentement.
Il ne l'a pas compris et il s'est pris un retour de boomerang dans la figure. Avec lui, on se sentait sous-estimé, rabaissé. On est heureux de voir que McCourt a pris conscience de la chose, qu'il veuille nous rencontrer, nous fait plaisir, on est ouvert à la discussion. Dans cette déclaration de Christophe Boucher et de Cataldo, on voit vraiment que Jacques-Henri Hérault cristallisait, même sur les réseaux sociaux, dans la ville de Marseille, on voit vraiment qu'il cristallisait toute cette frustration un peu aussi, ce mécontentement des supporters. Et tout vraiment était dirigé par lui. Alors, Villas-Boas en prenait un peu aussi pour son grade, McCourt en prenait aussi pour son grade. Mais vraiment, il y a eu une cristallisation de tout ça dirigé vers Jacques-Henri Hérault, qui était président de l'OM à l'époque de cette déclaration. Comment tu juges son départ? Est-ce que vraiment McCourt l'a lâché vraiment parce que cette fois-ci, il n'avait plus le choix? C'était les supporters n'en voulaient plus, plus personne ne voulait. Et il a dit, je suis obligé de le faire partir, sinon je risque plus qu'un départ de Jean-Henri Hérault, je risque un départ de ma propre place. En fait, tu as assez bien résumé la situation. Son départ était inéluctable, mais pour plusieurs raisons. Déjà, la base, si ce n'est l'objectif numéro 1 d'un club de foot, c'est d'avoir des résultats. Donc déjà, sur ce point-là, Jacques-Henri Hérault, il n'a pas eu de résultats. Donc il a fait une finale de Coupe d'Europe, bravo à lui. Il s'était donné plus ou moins les moyens d'arriver là, avec le concours aussi d'un beau parcours en Europa League. Mais hormis ça, j'ai envie de te dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que lorsque tu investis autant d'argent en 3 saisons, tu te dois de proposer autre chose qu'une qualification en Ligue des Champions due à l'arrêt du championnat pour cause Covid. Donc sur ce point-là, sur l'aspect sportif, il a échoué, il a totalement échoué. Ensuite, il y a sa gestion financière qui a été catastrophique. On parle quand même, par exemple, d'un Mario Balotelli qui a signé pour 6 mois. Il a pris 650 000 euros par mois pour 6 mois. Donc en fait, tous les mois, tu avais 650 000 euros qui partaient à la poubelle. Voilà, tous les mois, tu prends 650 000 euros, tu les prends et hop là, tu les balances par la fenêtre. Ensuite, il a fait signer un pont d'or à Strootman. Pareil, 28 millions d'euros, plus le salaire. Il a prolongé Rudy Garcia quand Rudy Garcia était vraiment dans le creux de la vague. Beaucoup trop d'erreurs qui ont apporté vraiment l'OM financièrement, les finances. Alors, je suis loin d'être très fort en économie ou en finance, mais il ne faut pas avoir fait l'ENA pour se rendre compte que son bilan est catastrophique. Et ensuite, il y a une communication, Cataldo le dit, qui est désastreuse. Il était totalement hors sol de Marseille. C'est-à-dire qu'en effet, des échos que j'ai eus, il prenait les Tu gens veux de dire hors haut. sol physiquement ou hors sol dans le discours? Parce que Non, il non, était à Marseille physiquement, je veux oui, dire. oui, tout à Ah fait, tout d'accord, à c'est pas fait, comme tout à fait. McCourt qui gère son Non, entreprise non, depuis non, les non. États-Unis. Hors sol, parce qu'en fait, il avait le comportement inapproprié d'un président de l'OM. C'est-à-dire qu'il prenait de haut les gens. On sait que Marseille, c'est une ville où les gens sont assez simples. Et c'est des gens normaux. Ils aiment bien quand on leur parle normalement. Quand tu as quelqu'un qui arrive, qui veut te donner la leçon pour à chaque intervention, à chaque prise de parole, qui te dit qu'à Marseille, il ne faut pas de Fanny No Suit, qu'on ne veut pas avoir de Marseillais dans le club, etc. Mais tout ça, ça passe pas en fait. Tout Oui, ça, les ça ne Fanny ne passe pas. suit. Tout à fait. Non, mais les Marseillais, ce qu'ils veulent, c'est un club qui leur ressemble. Ils veulent pas de. J'ai rien contre ça. Moi, tu vois, je suis originaire du sud de la France, j'habite à Paris, etc. Mais en fait, faire venir des mecs hors sol qui ont bossé dans des PME parisiennes, etc., ça marche pas parce qu'ils n'ont pas cette fibre-là. En plus, ces gens-là, les supporters l'ont fait, ont déterré des tweets où ils parlaient de leur affection pour le Paris Saint-Germain, qui critiquaient même ouvertement l'OM. Enfin, vraiment, on marchait sur la tête. Donc, en fait, son départ là, donc c'est une addition d'un échec sportif, d'une catastrophe financière et enfin d'un comportement inapproprié. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout, ça ne pouvait pas continuer sur le long terme. Mm. Pour continuer à avancer, donc on va commencer à arriver vers Sampaoli. Donc, comme Jacques-Henri Hérault part, donc McCourt est obligé de nommer un président pour la fin de saison et pour la continuité.
On se demande qui c'est qui peut nommer, il y a des noms qui sortent. Et finalement, il ne va pas chercher très loin. Il va faire une promotion interne. Son directeur sportif, Pablo Longoria, qui est nommé directement président de l'OM, avec des réactions dans la presse assez, oui, l'étonnement, la surprise. On se dit, le directeur sportif qui monte directement en président, c'est hilar. Donc, il y a Longoria qui fait ce petit message. Je suis incroyablement fier de devenir le président de ce club vraiment spécial. L'histoire et la culture de ce club sont uniques. Le football est inconcevable sans la passion. Cette nomination est un énorme honneur pour moi. C'est pour cela que je me prépare depuis mon entrée dans le monde du football. Le club passe en premier, peu importe ce qui arrive. Je suis excité de commencer à servir ce club en tant que président. Donc Pablo Longoria, qui a été recruteur dans différents clubs. Il a été responsable du recrutement à la Juventus aussi. Il est passé par Valence en tant que directeur sportif où il avait fait un vrai bon travail et il est parti à peu près en même temps que Marcelino après que Valence commençait à déconner. Et là, il arrive à l'OM en tant que directeur sportif. Jacques-Henri Hérault part, McCourt, peut-être par manque de solution immédiate, nomme Longoria. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de Longoria président? Bien, écoute, déjà, ce que j'ai à dire pour commencer sur Longoria, c'est que la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà, déjà, ça c'est quelque chose à souligner. Longoria a un parcours quand même assez évocateur. Il est passé par de très grands clubs. On ne parle pas d'un pimpin là qui sort de je ne sais où, qui a été mis là par McCourt parce qu'il a rencontré un mariage ou parce qu'il a rencontré dans une entreprise du CAC 40, etc. Pour une fois, depuis très longtemps, ça fait plaisir d'avoir un président à la tête de l'Olympique de Marseille qui connaît le football en fait. Pablo Longoria, il a été scout, il a joué un rôle Recruteur, directeur de important, sportif. il a été recruté, directeur sportif. Donc en vrai, la solution de McCourt, c'était quoi? C'était soit parce que McCourt, il ne connaît pas très bien le football, il n'a pas de réseau dans le football. Donc en fait, il avait deux solutions. Soit il allait nommer quelqu'un de son entourage qui ne connaissait pas forcément le football, ou alors des avocats, etc. À un moment, je crois qu'on parlait de Poulmer, qui est un conseiller, etc., qui conseille pas mal de footballeurs. Je crois c'est l'avocat, ou je sais qu'il est proche de Johan Gourcuff, par exemple. Voilà, il y avait eu, passé un temps, il y a eu cette rumeur-là où Poulmer allait remplacer Hérault, chose qui avait été démentie. Et puis là, bah, il y a ces événements à la commanderie. Jacques-Henri Hérault décide de mettre en demeure la plupart des groupes de supporters. La situation, elle est explosive. McCourt, dans ses mains, il a une carte à jouer. Enfin, il réfléchit pas, en fait. Il se dit, j'ai mon homme sous la main. Donc, c'est Pablo Longoria. Pablo Longoria, ben, a raison, c'est solide parce que le mercato 2019, il me semble, tu recrutes Rongier, tu recrutes Alvaro, tu recrutes Benedetto pour 32 millions d'euros. Là, pour quasiment la même somme d'argent, à peu près 35 millions d'euros, tu as Gerson, le meilleur joueur du championnat brésilien. Tu as Conrad de la Fuente. Ça, c'est un petit pas. Apparemment, il est bon. Tu as qui est-ce que tu as d'autre en défense? Gendouzi, Tu as Saliba, recruté Gendouzi. Balerdi. Enfin, tu vois, ça prouve bien que ce mec-là, avec peu de moyens, il peut te faire de grandes choses. Et je pense que McCourt l'a vite compris. Pour continuer sur Pablo Longoria, alors là, tu me vantes ses qualités. Alors là, il est comme un poisson dans l'eau. Le directeur sportif, juillet-août, période de mercato, c'est exactement son domaine. Et la question du coup que certains journalistes se posaient, c'est Pablo Longoria, très bon directeur sportif, on ne remet pas ses qualités en cause. Cependant, le rôle de président implique plus que le sportif. On doit gérer les finances, on doit gérer le marketing s'il y en a, on doit gérer la communication, on doit gérer énormément de choses. Et le sportif,
3-4 mois dans l'année avec le mercato et tout au long de l'année en gérant bien ton groupe, ton entraîneur et tout ça. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Longoria, hors aspect sportif, peut réussir en tant que président de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il pourra gérer la communication? Est-ce qu'il pourra gérer les finances? Est-ce qu'il pourra gérer le marketing? Est-ce qu'il pourra gérer tous les aspects qu'un président de club doit gérer? Ben, je pense qu'il y arrivera, s'il sait bien s'entourer. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de Jacques-Henri Hérault, mais toutes les campagnes de recrutement et cetera, on voit des vidéos et cetera. Pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César et de ce qu'on m'a dit, dans l'intimité du club, c'est que, toutes ces équipes-là, elles avaient été recrutées par Jacques-Henri. Donc, je pense sur l'aspect sportif, et cetera, on l'a déjà dit, Jacques-Henri Hérault avait été mauvais. Mais sur ce plan-là, comme tu l'as dit, le marketing, quoi d'autre? La je pense que sur ce coup-là, Jacques-Henri Hérault a quand même fait des bonnes recrues, des bonnes pioches et je pense que, Pablo Longoria va bénéficier de ça. Maintenant, comme tu l'as dit, un président sur le long terme, ce n'est pas que le sportif. Donc, à Longoria, tout simplement, de montrer qu'il en est capable. Maintenant, Pablo Longoria, c'est quelqu'un d'intelligent. Il parle beaucoup de langues, il est polyglotte. Donc, je vois pas pourquoi il réussirait pas. Maintenant, ça va être à lui d'apprendre dans d'autres domaines que le football. Ok. Tu veux rajouter peut-être quelque chose sur Pablo Longoria? Ce que j'aimerais rajouter sur Longoria, on va parler du recrutement après? Ouais, ouais, on va passer à bord à Sampaoli, comment il est arrivé, et ensuite on va Ok, passer sur le manière de recrutement. ok. Non, rien d'autre à ajouter sur Longoria, si ce n'est que je pense qu'il a vraiment bien pris la mesure du poste de président. Je pense aussi qu'il a vraiment pris la mesure de ce qu'est l'Olympique de Marseille, de ce que représente l'Olympique de Marseille dans le bassin méditerranéen. Il l'a dit à de multiples reprises. Ce qu'il veut, c'est des joueurs qui sont capables de mouiller le maillot, qui sont capables de résister à la pression du stade Vélodrome, de la ville. Et ça, c'est important parce que ses prédécesseurs, pas tous l'avaient compris. Et c'est un facteur, c'est un vecteur qui est très, très important pour réussir à l'Olympique de Marseille. Mm. Euh, donc cette fois-ci, pour passer post-Nasser Larguet, du coup, il y a Sampaoli qui arrive et qui prend l'équipe en place. Donc, il fait une déclaration. Donc, on va séparer en 3 blocs. Donc, le système de jeu dans un premier temps. Ensuite, je te lirai la déclaration du mercato dans une deuxième partie. Et il parlait de la crise un peu à Marseille dans une troisième partie. Donc, sur le système de jeu, il dit: je veux implémenter une philosophie de jeu à court terme. Il faut essayer de revenir aux fondamentaux, avoir de l'envie, du rythme et que chaque joueur dans ce groupe prenne conscience qu'il a de la chance de porter ce maillot. On a commencé à proposer des outils pour cela, pour sortir de ce moment difficile que traverse l'équipe. Nous devons convaincre le groupe que le projet consiste à être compétitif dans tous les domaines en s'impliquant au maximum. Certains joueurs s'adapteront, d'autres non. Quoi qu'il en soit, le but, c'est de redorer le blason du club. Qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration sur le système de jeu? Il est clair, il y a des joueurs qui rentreront dans mon système, il y en a d'autres qui rentreront pas, et ceux qui rentrent pas, au revoir. Ceux qui restent, on travaille, on bosse. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'à l'OM, on n'a plus aussi ce coach qui, alors ça c'est sa première conférence de presse, mais au-delà même de cette première, les autres conférences de presse, ça fait longtemps, si à Marseille, ou même dans le football en général, que il n'y a pas un entraîneur qui nous parle de jeu, qui nous parle de tactique, qui nous parle de ce qui s'est passé sur le terrain et pas que l'arbitre a donné un penalty alors qu'il n'y avait pas penalty. Et déjà, ça fait du bien à retrouver à Marseille. Bah, c'est clair, tu as un entraîneur qui arrive, il respire football, il pense football. Heu, c'est bête à dire, hein, mais on a souvent tendance à l'oublier, mais l'OM est un club de foot. Donc quand tu as un entraîneur qui arrive et qui a des idées de jeu, une philosophie, une réputation, bah, forcément ça fait plaisir parce que, faut pas oublier qu'avant lui, tu as eu Villas-Boas où ça a été dans la globalité assez compliqué.
J'ai pas le souvenir d'avoir vu un bon match de football avec Villas-Boas, si ce n'est lors de ses 6 premiers mois contre Bordeaux, où ils sont allés chercher la victoire. Je crois qu'ils retournent, ils perdent 1-0, finalement ils gagnent 3-1, et cetera. Juste avant lui, il y a eu Rudy Garcia. La deuxième saison de Rudy Garcia a été très, très compliquée. Il faut se souvenir que Marseille ne marque qu'un seul point en Europa League, contre Limassol, chez eux, mais sinon c'est que des défaites. Dans le jeu, c'était horrible. Donc tu vois Sampaoli arriver, avec son discours, bah, tu te dis, bah, on va changer de sport. Donc c'est cool. Pour revenir aussi maintenant sur, il parle du mercato. Le mercato, c'est du moyen terme. Il faut d'abord faire un diagnostic actuel pour déterminer les faiblesses et les forces effectives. Mais une fois que la saison sera terminée, nous étudierons le marché des transferts avec le président et en fonction des besoins, où recruter pour régler quel problème. Je disais par rapport, quand tu recrutes Guendouzi, Saliba, Balerdi, tu recrutes des noms, mais tu recrutes surtout des profils. Tu sais que Gerson aura un profil particulier, tu sais que Guendouzi aura ce profil. Lirola, il me servira de piston, mais parce qu'il a ce bon profil. Et du coup, dans la déclaration de Sampaoli, on voit qu'il veut recruter d'abord des profils et pas des noms. Des profils, en effet. Donc, tu as raison de le souligner, il y a des profils, mais ce que je vois aussi, c'est de la complémentarité. Parce que Guendouzi, c'est quelqu'un qui est énormément dans l'intensité. Il met beaucoup de volume dans son jeu. Il a une qualité de passe qui est quand même assez élevée. À côté, tu as Gerson qui, lui, a un profil athlétique également, mais un peu plus technique. Il a une bonne frappe de balle. Euh, de ce qu'on m'a dit, dans le jeu aérien, il est plutôt pas mauvais. Donc, il y a des profils variés, mais surtout complémentaires. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'ils font le recrutement avec Pablo Longoria, déjà, ça, c'est à souligner, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un président, une cellule de recrutement et un entraîneur qui bossent ensemble. C'est vraiment à souligner, hein. On a vu les déclarations de Rudy Garcia il y a quelques semaines, où en gros, il tirait à vue de nez sur Juninho, etc. Là, vraiment, on sent une symbiose. Et tous les profils, toutes les recrues sont pensées, imaginées pour rentrer dans le schéma de jeu préférentiel de Sampaoli, qui est selon moi un 3-5-2 ou un 3-4-3, ça dépend de comment joue l'adversaire, etc. Et puis ça c'est vraiment intéressant pour le coup, de se dire on recrute des joueurs en fonction de ce qu'on veut mettre en place. Je ne sais pas si tu te souviens, au mercato 2018 ou 2017, lorsqu'il y a eu le fameux Champion Project, il fallait recruter un attaquant. Donc en fait, tu avais plusieurs profils. Tu avais Giroud, tu avais Carlos Bacca, tu avais Aboubacar qui était. En fait, il fallait recruter un attaquant. Le profil, on s'en foutait. Il nous fallait un buteur, un nom. Et là, pour le coup, bah, tu as des joueurs qui vont vraiment rentrer dans le moule Sampaoli. Et puis surtout, tu as des profils qui sont capables de jouer plus ou moins à tous les postes, en fait. Enfin, c'est des joueurs qui sont polyvalents dans leur secteur de jeu. Donc ça, c'est à mettre en avant. Ok. Par exemple, là, le nouveau Brésilien, Luan Pérez, il peut jouer dans l'axe, mais il peut également jouer sur le flanc gauche. C'est pas sûr qu'on recrute un latéral gauche, de ce que j'ai compris, entre les lignes, par Pablo Longoria. Donc, ça peut avoir une importance dans la saison. C'est vrai qu'avoir des joueurs polyvalents, c'est toujours utile dans la saison. Donc, pour passer au staff, alors je vais faire en écran partagé, ça sera plus simple pour tout le monde. Tu vois l'écran partagé? Yes, je le vois Ok. très bien. Ouais. Du coup, pour aller sur le staff de Sampaoli, donc il ramène son filet adjoint Jorge Desio, un préparateur physique, Pablo Fernandez, Diogo Mechin pour l'analyse vidéo. Au-delà de tous les noms et de toutes les différentes métiers de ces personnes, on voit aussi qu'il arrive avec son staff, il arrive avec un staff bien fourni, un staff quand même que je trouve aussi plutôt complet. On a un entraîneur des gardiens, on a aussi deux analyses vidéo, un pour l'OM et un pour les adversaires de l'OM. On a un relais entre, entre Sampaoli et les joueurs. Donc, il m'a l'air assez complet. Qu'est-ce que tu en penses un peu du staff avec lequel Sampaoli est venu?
Alors, je me permets, Karim, de faire une petite précision sur ta planche. C'est Mhm. que l'entraîneur des gardiens, ce n'est plus, Laurent Spinozzi. Ah, c'est plus Spinozzi. Non, non, il a été remplacé par, Pasqua. Pasqua qui est l'ancien gardien, pardon, l'ancien entraîneur des gardiens, du Betis Séville et du Barça. D'accord, ok. Et en fait, il a été également donc, l'entraîneur des gardiens de la nouvelle recrue, Pau Lopez. Ok, d'accord. Donc voilà, donc en fait, c'est un gardien qui a l'habitude de faire bosser, ses gardiens de but, au pied notamment. Et lorsqu'on connaît la tactique et la volonté de Sampaoli, c'est un critère important. En fait, Spinozzi, il est arrivé pour assurer la transition puisque, l'entraîneur des gardiens de Villas-Boas, c'était Will Cook, il me semble, et donc il est parti dans les bagages de Villas-Boas, je vais y arriver. Et pour le coup, il fallait bien un entraîneur des gardiens, pour le suppléer. Et Laurent Spinozzi, qui est un peu le pompier de la maison depuis des années et des années, a répondu à l'appel. Donc le staff de Sampaoli, eh beh, tu l'as dit, hein, il est assez complet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sampaoli, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec son équipe et c'est plutôt pas mal. Tu l'as dit, Jorge, Desio, c'est son fidèle adjoint. Il le suit depuis des années. Les 2 hommes, en fait, ils se sont rencontrés, en amateur, à Rosario notamment, et donc c'est devenu un peu son préparateur attitré. Donc ils ont été ensemble, dans la sélection du Chili. Ces dernières années, ils étaient au Brésil. À Séville, il a également accompagné. Donc c'est un homme, pour Sampaoli. Pour les autres, je t'avoue que je les connais un peu moins. Je sais que Pablo Lopez, c'est le préparateur physique. Lui aussi, c'est un ami de Sampaoli depuis assez longtemps. Il a été préparateur physique au Celta Vigo, à l'Athletic Bilbao également. Donc c'est quelqu'un qui est assez compétent quand même, il n'a pas officié dans des petits clubs. Et donc je trouve ça assez intéressant. Maintenant, sur ce que tu as dit sur Pancho Abardonado, je trouve ça aussi intéressant. C'est-à-dire que l'OM, pour moi, depuis des années, ne fait pas appel à ses anciens. Mais les anciens, c'est pas obligatoirement des Marcel Desailly, des Jean-Pierre Papin, hein. Ça peut être des Pancho Abardonado qui ont connu quelques galères avec l'OM. Moi, je me souviens d'Abardonado quand j'étais petit, c'était l'un des défenseurs de l'effectif. Il était très jeune à l'époque. Mais voilà, il parle argentin, il a son expérience au sein de l'Olympique de Marseille, il connaît la pression. Donc ça peut être un très très bon relais pour Sampaoli et pour le staff, parce qu'en plus de ça, il a ce vécu de joueur. Parfois, tu as des entraîneurs, et notamment Villas-Boas l'avait très bien expliqué, lorsqu'il avait souligné l'importance comment il s'appelle, de son adjoint Ricardo Carvalho. Villas-Boas avait dit, bah moi en fait, je n'ai pas eu de carrière de joueur, donc la sensibilité d'un footballeur, je la connais pas forcément. Moi, j'ai que mon expérience de joueur. Ricardo Carvalho, lui, il a cette sensibilité-là. Il peut savoir quand est-ce que ça peut flancher, quand est-ce qu'il y a un peu trop d'exercice physique. Il peut prendre le pouls. À Bardonado, je pense que ça va être un peu la même chose auprès de Sampaoli. Ok. Du coup, pour passer sur la partie mercato, alors bon, en haut à droite, c'est Conrad de la Fuente qui est masqué. Avec tout ce mercato, donc tout cela, ça a été officialisé. Sur les possibles arrivées, alors on entend un peu sur Lirola, mais sinon les trois autres, les rumeurs diminuent. Déjà, il y a 7 joueurs qui sont arrivés en prêt. Il y en a qui sont arrivés avec des prêts avec on va dire des fausses options d'achat, puisque Paolo Lopez, c'est par exemple les matchs. Under, c'est quasiment oui, c'est une obligation d'achat, mais ça a été, on va dire, une sorte de fausse option d'achat. Déjà, avant de parler des noms, euh, il y a quelque chose déjà qui est impressionnant avec ce qu'a fait Longoria aussi, c'est que avant, à l'OM, et vraiment, là, même je parle en général, euh, on se dit, par exemple, même sur Twitter, on se dit, ah bah, nous-mêmes, on peut être des recruteurs ou des directeurs sportifs, parce que quand c'est pour aller chercher le mec que tout le monde connaît, qui a fait une grosse saison en Ligue 1, ou le mec qui a fait une grosse saison par-ci, par-là, on peut être directeur sportif, on va sur
on va sur Flashcore, on va sur SofaScore et on regarde les meilleures notes et puis on prend les meilleurs joueurs. Là, et c'est symbolisé vraiment, alors je vais décaler un peu, là, c'est pas là, voilà. Euh, pour Conrad de la Fuente, alors moi, je le connaissais juste via FIFA. Je savais que, il était au Barça parce qu'il a un potentiel intéressant sur FIFA. Et vraiment, je le connaissais via FIFA. Et Gerson, voilà, donc c'est un jeune Brésilien. Under, il faut aller quand même aller le chercher après quand même ses nombreux échecs. Donc, c'est ce que j'ai envie de retenir du mercato de Lugano, c'est qu'il y a il y a de l'ingéniosité, il y a de l'inventivité, il y a de la créativité dans ce mercato. C'est pas juste on prend des mecs bons ou alors on attend le 31 août et on prend un attaquant où on n'aura que 50% des droits du joueur comme Mitroglou. Toi aussi, tu penses que ce mercato, c'est un mercato créatif, un mercato que toi et moi, on n'aurait pas pu faire en Ah, termes de nom? je te rejoins totalement, Karim. Mais vraiment, il y a de l'originalité, il y a plein de choses dans ce mercato-là. On sent vraiment que la cellule de recrutement, déjà, elle a bossé depuis, j'ai envie de te dire, depuis l'arrivée de Sampaoli, en fait. Parce que Gerson, ils l'ont fait assez rapidement et il était très demandé. De La Fuente, toi, tu dis le connaître, bah, moi, je le connaissais pas. Je vais être franc avec Ah, je toi, le je vais être connaissais sur honnête avec FIFA, toi. donc vraiment, Mais moi, actuellement. même sur FIFA, je le connaissais pas, donc au moins. Non, non, vraiment, c'est vraiment intéressant, quoi. Ça fait très longtemps qu'à l'Olympique de Marseille, on n'a pas vécu une intersaison aussi intense, aussi rapidement. Et puis, on va découvrir des joueurs, en fait, c'est génial. C'est tout ce qu'on aime dans le foot, c'est découvrir des joueurs. Et puis, le foot aussi, c'est des paris. Et je pense que Longoria, c'est ce qu'il a fait sur certains profils. Ce que je retiens aussi dans tous ces noms et sur cette planche, c'est qu'il y a pas mal de profils. Alors De La Fuente, lui, c'est un petit jeune joueur, c'est un petit pari. Il y a quelques noms où ça reste des paris aussi, mais c'est des joueurs quand même qui ont une grosse carte à jouer, celle de la revanche. Guendouzi, il a vécu une cinquantaine de matchs en Première Ligue, une vingtaine en Bundesliga. Il a soif de revanche, tu vois. Il a échoué un peu en Bundesliga. Il a fait un très bon début de saison. Ça a été plus compliqué pour la suite. Arsenal ne voulait plus de lui, donc il a vraiment envie de montrer ce qu'il vaut. Under, c'est pareil. Il a commencé à la Roma, il a plus ou moins explosé. Il a fait 6 premiers mois excellents. Après, il a été freiné par les blessures. Il a été prêté à Leicester. Ça a été compliqué pour lui. Il a fait une quinzaine de matchs. Gerson, c'est pareil. Il a joué à la Roma, il a joué à la Fiorentina, il a dû retourner au Brésil. Tu vois un peu, est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ah C'est ouais, je qu'en vois. fait, c'est qu'en fait là, on a un recrutement qui, malgré les apparences, parce que c'est un recrutement assez jeune, on a quand même de l'expérience, tu vois. Under, je crois qu'il a une quinzaine de matchs d'Europa League, 70 en Serie A alors qu'il a 22 ans. Gerson, il a 70 matchs de Serie A, par exemple, tu vois. Donc tout ça nous fait un mercato qui est quand même intéressant. Maintenant, on va se calmer, il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Seul le terrain dira si c'est un bon mercato ou pas. Maintenant, si on doit faire un premier bilan de ce mercato à l'instant T, au 13 juillet, bah, bravo Longoria, bravo Sampaoli, parce que ça a vraiment bossé. Mm. Maintenant, là où je veux mettre en garde la plupart des supporters de l'OM qui nous regardent, ou des autres supporters, j'espère vraiment que la mayonnaise, elle va prendre. J'espère vraiment que Sampaoli et Pablo Longoria ont conscience que ces dernières années, si elles ont été aussi délicates sur le plan sportif et sur le côté coulisses, c'est parce que dans ce vestiaire-là, tu as un noyau de certains joueurs, de quelques joueurs. Je ne citerai pas de nom, mais je vais quand même citer Dimitri Payet, où c'est extrêmement compliqué. Moi, la grosse crainte que j'ai, c'est qu'il y ait une fracture qui soit faite entre les Sud-Américains, les Français, enfin les francophones du moins, avec en tête de gondole Dimitri Payet. Voilà, c'est vraiment la crainte que j'ai sur ce mercato-là, parce que je vois beaucoup de rumeurs, beaucoup d'arrivées, et tout ça, ça me fait peur. Voilà. Mm. On va revenir en détail sur les joueurs, comment Sampaoli peut les utiliser et tout. Pour finir vraiment sur la Mhm. partie mercato, euh, il y a donc c'est beaucoup de promesses. Guendouzi, c'est le revanchard un peu. Ouais, Balerdi, tout à fait, tout à c'est la fait. confirmation. De toute façon, c'est vrai que j'avais vu ça un peu partout. À l'OM, tu peux pas ramener
tu peux pas ramener pour 50 millions par exemple, je sais pas, sur le gardien, par exemple, en remplaçant, tu pouvais pas poser 40 patates sur un Livakovic, par exemple, du Dynamo Zagreb, comme une belle promesse. Voilà. Fallait faire un mercato ingénieux. Il a été fait. Il y a des joueurs sur lesquels on peut avoir des doutes concernant le profil qu'ils amènent. Je pense notamment à Paolo Lopez, parce que pour le regarder souvent en Serie A, étant donné que je suis principalement la Serie A, moi, alors, tu me coupes si c'est faux, Nico, mais pour challenger Mandanda, on avait dit dans la presse, même Longoria ou même Sampaoli, qui voulait un gardien qui sache bien relancer au pied, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et le problème de Paul Lopez, au-delà, alors, son premier problème, comme l'avait dit Johan Crochet, c'est son mental. Mhm. Il peut enchaîner 10 matchs de très très haut niveau, mais si par exemple la boulette de Unai Simon, il est capable de sombrer pendant toute la fin de saison s'il fait une boulette comme ça. Donc il a un mental très fragile et même son jeu au pied, c'est loin d'être un gardien de jeu au pied. C'est loin d'être un gardien qui est serein quand il a le ballon. Euh, Sans même aller jusqu'à Manuel Neuer, mais par exemple, un joueur comme André Onana, aussi jeune que André Onana, a une bien meilleure qualité de relance que lui. Et c'est pour ça que, si on peut revenir sur le cas de Paul Lopez avant de passer à la compo, Mhm. je ne sais pas, est-ce qu'il y a des raisons sur le pourquoi l'OM est allé sur Paul Lopez? Alors peut-être qu'il n'y avait vraiment aucun gardien disponible et qu'il fallait vraiment mettre une concurrence à Mandanda. Mais vraiment, entre le jeu au pied de Mandanda et celui de Paul Lopez, je ne sais pas qui Sampaoli va pouvoir prendre, même si évidemment il a pris un entraîneur gardien qui pourra le faire progresser dans ce domaine, on espère. Moi, je pense que Paul Lopez, c'était une opportunité. Au Betis Séville, je crois qu'il avait fait de très très belles saisons. Et comme je t'ai dit, hein, Longoria, je pense que ce mercato-là, il le fait sur des revanchards. On l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, moi, Paul Lopez, je suis assez sceptique. Là, il y a 30 secondes, j'ai évoqué avec toi l'équilibre du vestiaire, des Français, de la fracture. Là, on fait venir un gardien d'un niveau plus ou moins similaire que Mandanda. Mandanda, c'est quand même plus de 450 matchs avec l'Olympique de Marseille. Et venir lui mettre un gardien comme ça dans les pattes, les numéros 1 bis, jusqu'à preuve du contraire, et dis-moi si je me trompe, si tu as un exemple en tête, je suis preneur parce que j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé. Les numéros 1 bis, ça n'a jamais fonctionné. Et je vois pas ce gardien-là arriver en tant que doublure, hein. Il a été recruté pour 30 millions ou 25 millions, je me souviens plus, il y a quelques années. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une inconnue. Je suis dans le même état d'esprit que toi. Je sais pas trop pourquoi ils sont allés chercher ce gardien-là. Moi, en tant que doublure pour Mandanda, j'aurais plus vu un gardien un peu plus jeune, tu vois, même s'il n'est pas vieux, il a que 26 ans. Mais un gardien un peu plus jeune qui vient pour challenger Mandanda plus que le mettre dans ses pattes. Maintenant, sur son profil, je pense que c'est vraiment une opportunité. Longoria, il a un grand, grand réseau. Je pense qu'il a certaines raisons qui nous dépassent un peu. Peut-être qu'il a voulu rendre service à, je sais pas, moi, je ne veux pas faire du football projection de parler, d'évoquer des choses que je ne maîtrise pas. Mais c'est vrai que je te rejoins. C'est une interrogation pour moi, ce transfert. Ok. Ap- Après, je pense que tu le connais sur ses qualités, tu le connais bien mieux que moi. Donc voilà, vas-y, dis-nous, toi, présente-nous-le un peu ce gardien. Qu'est-ce que tu as vu de lui à la Roma? Je ne suis pas assez la Roma vraiment pour faire un profil complet, parce qu'il a été aussi mis en concurrence avec Mirante qui commence à aller sur ses 70 ans, j'ai Mhm. l'impression. Ouais, Euh, ouais. c'est un gardien, alors jeu au pied pas très, très bon. Ok. Sur la lecture sur la sortie aérienne, il peut s'en sortir. En fait, le problème de ce gardien, je pourrais dire sur sa ligne, il peut être bon, mais en fait, tout le problème des qualités de son gardien, il est comblé par un seul défaut, c'est son mental. Il a un mental Et donc total, son irrégularité. oui aussi, mais il a un mental très très. C'est pour ça que à l'OM, alors je ne vais pas mettre un mégaphone dans la ville de l'OM et gueuler, commencez pas à terminer Paul Lopez parce que sinon vous allez tuer le club vous-même. Donc vraiment Paul Lopez, pour les supporters de l'OM qui écoutent ou les autres, pour moi il faut que ce soit les supporters ou pas. Alors je sais c'est compliqué, mais même après une mauvaise performance, déjà que je pense que la presse va pas le rater, il faudra vraiment qu'il évite les boulettes. S'il ne fait pas de boulettes et que le mental tient, ça devrait aller. Il devrait faire une plutôt bonne saison. Quand même, sur les sorties, il est plutôt pas mal.
même sur sa ligne, quand il a le bon mental, il est plutôt serein quand il a le bon mental. Sur les relances, mental ou pas, ça n'a jamais été, Neuer. Mais voilà, Paul Lopez, c'est son mental le problème. Quand son mental lâche, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'à l'OM, c'est pour ça que Longoria, il me met le doute sur Paul Lopez parce que Paul Lopez, alors le scouting, c'est évidemment pas que sur le terrain, se renseigner sur la personnalité du joueur. Et Paul Lopez, ne serait-ce que sur un terrain, moi je le connais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Sur un Mhm. terrain déjà, quand il n'est pas dans le bon mood, dans la bonne vibe, c'est compliqué, donc va falloir éviter qu'il fasse des boulettes. Donc le mettre en concurrence avec Mandanda, pourquoi pas. Je pense que Mandanda commencera la saison comme je l'ai mis sur la compo. Mais on va voir s'il peut challenger. De toute façon, tout dépendra de son mental, pour résumer. Après, il y a une donnée aussi qui est très importante et qu'on n'a pas évoquée sur Pau Lopez, c'est que l'entraîneur des gardiens, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Pasqua, Mhm. Juan Pasqua. Et ça a été son entraîneur des gardiens au Au Betis Betis. Séville. Et au Betis, c'est là où il a connu sa meilleure saison. Mhm. Donc, Longoria, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un d'intelligent. Pau Lopez avait fait une saison exceptionnelle avec le Betis. Il avait fait une très bonne saison. Il avait été très coté. C'est la raison pour laquelle la Roma l'avait recruté. Donc, peut-être que Longoria se dit, bah, on le relance. Et avec nous, il va redevenir le gardien qu'il était au Betis Séville. Mhm. Pour passer sur la compo, alors ça c'est une compo assez synthétique de ce qui peut, de ce que peut Elle faire est pas mal, hein? Sampaoli en 3-4-3, qui peut même peut-être s'agencer en 3-5-2 si on met Gay Ouais, ouais, et elle est vraiment pas mal, hein? qu'on met Payet et Milik tout seul. Déjà sur cette compo brute, voilà, Saliba qui devrait jouer en rôle de stopper avec Balerdi pour le moment et Luan Pérez qui pourrait aussi, comme tu dis, challenger Amavi. Lirola, point d'interrogation, parce que j'avais vu sur le live de Alex de Castro que Romain Canucci dit que Longoria était plutôt confiant quand on lui parlait de Lirola. Donc peut-être qu'il veut le ramener ou peut-être qu'il veut ramener un joueur comme ça. Déjà sur cette compo, qu'est-ce que tu en penses pour cette compo qui pourrait débuter la saison, except Milik, étant donné qu'il a une petite blessure pour le moment? Bah, franchement, elle est pas mal cette équipe, hein. Moi, honnêtement, pour un OM qui a, comme on l'a souvent entendu ces derniers temps, peu de moyens, je suis assez content parce que, il y a des profils variés, ça parle football, Payet, Under, s'il retrouve son meilleur niveau, Guendouzi, Gerson, rien que le milieu de terrain vraiment il est très, très bon, hein. J'ai regardé le match amical face à Sète où, Gerson était titulaire et franchement, ça pue le football, c'est simple, ça a une qualité de passe, ça se projette. Pour le coup, il était un peu plus haut sur le terrain, donc ça prouve que, balle au pied, il est à l'aise. Mais, non, je suis très content du travail qui a été effectué par Pablo Longoria. Maintenant, je remarque que tu as enlevé Camara, Oui, parce de qu'on de ce entend 11 vraiment là. qu'il devrait être sacrifié, étant donné qu'ils ne veulent pas perdre d'argent sur Oui, sa non, mais je dernière pense que année de tu as contrat. raison. Je pense vraiment qu'il va partir. Il lui reste un an de contrat et connaissant, Longoria et sa faculté à faire de bonnes affaires, je ne le vois pas du tout le laisser partir libre, dans un an, très clairement. Mm. C'est une équipe qui peut jouer au football, elle peut faire mal. 3-4-3, tu les as mis dans cette disposition-là. Je pense aussi que ça va être le schéma que va utiliser Sampaoli. Maintenant, il ne faut pas oublier que Sampaoli, lorsqu'il était au Betis Séville, il a fait aussi du 4-2-3-1. Il avait mis Samir Nasri notamment en numéro 10. Il a également fait du 4-4 losange. Donc en fait, les joueurs, les profils qui ont été recrutés vont pouvoir s'adapter plus ou moins à tous les schémas tactiques que va proposer Sampaoli. Et donc pour répondre à ta question qu'il y a sur la planche, quelles ambitions pour la saison prochaine? Eh ben, j'ai envie de te dire une qualification en Ligue des Champions, ni plus ni moins. Parce Mm. que pour plusieurs raisons. Tu as un entraîneur qui est quand même un top coach, on est d'accord? Oui, Sampaoli, c'est du très, très, très bon C'est niveau. du très, très bon niveau. Tu as un milieu de terrain, voilà, S'il pète pas un qui plomb. ouais, s'il pète pas un plomb, tu as raison. Guendouzi, Gerson, c'est génial. Vraiment le recrutement, l'équipe telle qu'elle est là, actuellement, elle est vraiment pas mal. Maintenant, il va y avoir d'autres touches, il me semble. Mais quand tu prends en compte, la quand tu veux réfléchir
les ambitions de l'OM, il y a plusieurs raisons qui me font dire que l'OM peut viser le podium. Donc tu as un effectif qui a été construit assez tôt. Tu as un coach de grande qualité. Tu as un buteur de très, très haut niveau. Ça aussi, il faut le souligner parce que pas toutes les équipes n'ont ça. C'est Milik, C'est une c'est occasion but. chapeau. C'est chapeau 1, chapeau 2, il a sa place. Toi, tu regardes assez bien la Serie A, donc tu peux nous en parler. C'est un très, très bon buteur. Donc tu Ah as oui, l'effectif, tu as un effectif construit tôt. Tu as un buteur de très grande qualité. Tu as un coach de qualité. Et puis aussi, ce que tu es obligé d'évoquer lorsque tu parles de l'OM, de la Ligue 1, c'est la concurrence. Parce que cette année, ta concurrence, elle est où? Tu as Monaco, qui va, je pense, travailler dans la continuité de l'an dernier. Donc, ton concurrent pour le podium, c'est Monaco. Ensuite, tu as Lyon. Lyon qui part sur un nouveau cycle, avec pas mal de départs, je pense, parce que les finances, elles sont vraiment pas top. Donc, Lyon, tu peux les mettre en Lyon. Lille avec Gourvenec. Alors De moi, j'aime Gourvenec, pas juger. sûrement des départs. Moi, je vais pas juger cette fois-ci. Je me suis dit, faut que j'arrête aussi ça. Je vais pas juger sur le nom, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, je vais lui laisser une chance. Mais c'est vrai que Lille avec Gourvenec, c'est pas, ça me rassure pas, on va dire. Ils ont pas ramené, ils ont pas ramené Zidane, on va dire, hein. Non, 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 je te rejoins, ils ont pas ramené Zidane, ni sur le terrain, ni sur le banc. C'est ni Zidane sur le banc, ni ça n'était sur le terrain. Donc voilà, tu as une concurrence qui, en gros, ça va être compliqué. Rennes, voilà, ils ont Genesio. Je les vois pas lutter pour le podium, très clairement, surtout avec ce qu'ils ont montré ces derniers mois. Lyon, c'est compliqué. Je vois juste Monaco venir un peu titiller, et pourquoi pas Nice aussi, on ne sait pas ce que ça vaut avec Galtier. Mais là, c'est pareil, ça va être en reconstruction. Donc voilà, je me dis que l'OM a clairement sa chance pour viser le podium la saison prochaine. Mm. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ce pass mercato, cet effectif en globalité. Quand je faisais donc la compo, quand je me faisais l'effectif de l'OM sur la saison qui arrive, c'est une réflexion plutôt personnelle, mais que j'ai vu partagée aussi par des personnes sur les réseaux sociaux. Ça manque de Ligue 1, j'ai envie de te dire. Par exemple, à ma vie, je l'aurais bien vu être concurrencé par un Romain Perrault de Brest, dont beaucoup de gens disent le plus grand bien. J'aurais bien aimé que, par exemple, l'OM puisse aller débaucher un Bourigeaud qui coûte pas très cher et c'est un bon joueur de Ligue 1, un joueur stable, un joueur régulier de la Ligue 1. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il a voulu un peu trop la jouer Jogador de Brasil, Longoria, en faisant un recrutement euh, très étranger plutôt, parce qu'il y a quand même pas tellement de Sud-Américains, même s'il y a Gerson, Luan Pérez et Luis Enrique, mais est-ce qu'il n'a pas voulu un peu trop voulu se la jouer étranger et que donc Sampaoli aussi, parce qu'il est lié au recrutement, est-ce que ça va peut-être pas leur revenir un peu à la figure, parce que c'est des joueurs, si on fait le 11 qu'on a et même avec les remplaçants, combien de joueurs connaissent vraiment la Ligue 1, ont 3-4 saisons en Ligue 1, à part Amavi, Payet, et bon, Saliba, il a 2 saisons, une avec Nice et une avec la SS, et Mandanda. Donc, on va dire il y a 3 joueurs sûrs entre Tu peux guillemets, de rajouter la Ligue 1. Ouais, tu peux rajouter Avec, Alvaro aussi, qui est là depuis 2-3 ans. ouais, aussi on peut mettre, mais ça fait 4 joueurs, on va dire, qui connaissent la Ligue 1. Est-ce que ça manque pas un peu de Ligue 1, ce mercato? Parce qu'en Ligue 1, on a aussi des très bons joueurs de Ligue 1 qui peuvent même step up. Alors, c'est une excellente question que tu poses. Mais moi, je pense que Longoria a voulu jouer la fibre Grinta à fond. Donc, il y a pas mal de Sud-Américains, il y a pas mal d'Espagnols, Lirola, Paul Lopez, c'est tout d'ailleurs. Mais je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être de la Ligue 1, mais le problème de la Ligue 1, c'est que les joueurs, ou du moins les clubs, vendent très très cher. Regarde Valentin Rongier, il y a 2-3 ans. On nous l'a vendu pour presque 20 millions d'euros. Il ne vaut pas 20 millions d'euros. Marseille ne revendra jamais Valentin Rongier plus de 20 millions d'euros, à moins que Sampaoli lui donne un haricot magique comme dans DBZ et qu'il explose et qu'il se transforme, hein. Mais sinon, le problème de la Ligue 1, c'est que tu as des joueurs qui sont déjà un peu trop surpayés de base par rapport à leur valeur réelle. Et puis, en fait, les joueurs que tu as cités, par exemple Bourigeaud, ben, en quelque sorte, c'est un concurrent de l'OM, hein, Oui, Rennes. il va falloir le débaucher. Tu vois, faut aller les chercher. Je suis pas sûr que Rennes,
préfère vendre Bourigeaud à l'OM plutôt qu'à l'étranger, un club moyen ou peu importe, tu vois. Donc je pense que Longoria s'est adapté. Je pense il a quand même étudié le marché. Il s'est rendu compte que le marché était peut-être un peu trop cher. Et puis, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, hein, il l'a dit, il veut des joueurs capables de supporter la pression de l'Olympique de Marseille. Et sur ces dernières saisons, quand tu réfléchis, que ce soit Morgan Sanson, Valère Germain, Valentin Rongier, c'est des mecs made in Ligue 1 qui n'ont jamais joué ailleurs et qui en fait n'ont pas la carrure pour jouer à l'OM. Ils n'ont pas les épaules pour porter le maillot de l'OM, très clairement. Mmh. Alors on va rentrer cette fois-ci avant de passer sur la partie, programme de Ligue 1 qui est vraiment pour finir tranquillement l'enregistrement. Mhm. Sur, l'aspect tactique, déjà il y a Alvaro en libéraux. Hem, alors, la qualité de pied d'Alvaro que j'ai vu à l'OM, j'ai un peu de mal avec lui en libéraux. Je trouve ça que je le trouve, vraiment plus utile, plus, logique, plus pertinent dans un poste de stopper, peut-être droit surtout sûrement, et mettre un libéraux qui a une vraie qualité de pied, je longe, je cours. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce choix Alvaro en libéraux? Alvaro en libéraux, bah, ce qui va t'apporter, c'est que déjà en termes de communication, il est pas mauvais, parce que il va se retrouver au milieu de tes 2 autres, axiaux et pour le coup, il va pouvoir déjà en termes de communication, c'est pas mal. Maintenant, moi Alvaro, je t'avoue que sur ces derniers mois, j'ai un peu du mal. Voilà, je pense que Alvaro là, il va être un peu le relais du vestiaire entre Sampaoli et les joueurs, mais j'ai du mal à l'imaginer, titulaire cette saison. Je pense que Luan Pérez, je pense qu'en fait, tu peux remplacer dans ta compo, tu peux remplacer Alvaro par Balerdi ou par, Luan Pérez. Ah, le problème en fait de par exemple Balerdi et Luan Pérez, c'est que c'est des très jeunes joueurs et qu'un jeune joueur en libéraux, pour avoir fait, le test, alors c'était différent, mais à l'Inter avec Bastoni, même, c'est vraiment pas pareil. Il faut vraiment un joueur quand même qui ait plus de 25 ans. Alors, c'est pas là non plus l'âge qui détermine, mais il faut un joueur Le plus de 25 ans, Ouais, ouais. bon, assez leader dans l'âme. Est-ce que parce que vraiment le libéraux dirige sa défense, est-ce que Balerdi, si Alvaro passe à droite et qu'il voit Alvaro qui a un mauvais placement, est-ce que Balerdi va lui dire, est-ce que Alvaro va accepter que Balerdi lui dise reviens, t'es trop éloigné, il y a de l'espace entre les lignes, il faut resserre les lignes. Est-ce qu'il va accepter par un Oui, Balerdi qui a moins de 23 ans? il accepterait parce qu'Alvaro, c'est le collectif avant tout, j'ai aucun doute là-dessus. Non, non, quand je te dis, Alvaro, moi je le vois plus sur le banc qu'à droite, hein. Maintenant, Luan Pérez, c'est un joueur qui a 26 ans. Il est pas si inexpérimenté que ça, puisque lui aussi il a une expérience en Europe. Il a joué, à Bruges, il me semble, en Belgique. Mhm. Ça s'est pas très bien passé pour lui, il est retourné au Brésil et cetera. Donc il a 26 ans, il a une expérience. Maintenant, pour en venir à Alvaro, comme je te l'ai dit, je suis pas certain qu'il soit titulaire cette saison. C'est mon interrogation. Oui, parce que Sur ce qui Tchachar n'est pas encore parti aussi, donc tout à fait, il est en Khalid Tachar remplaçant là n'est sur la compo, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore parti. Et une info que j'ai vue récemment de Romain, de Adrien Grenier qui avait dit que possiblement Marseille pourrait envisager de garder Tchallé Tchar. oui, 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 bah, en fait, Longoria, il l'a dit même cet après-midi, hein. Il l'a dit, on n'a pas besoin de vendre un défenseur. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité tactiquement de jouer avec 3 défenseurs. Sur le papier, il y a 5 défenseurs centraux. Donc, le départ n'est pas acté de Chalet. Mhm. Maintenant, sur la position d'Alvaro, je t'avoue que c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Mais en tout cas, en tant que libéraux, il a, comme tu l'as dit, les qualités nécessaires pour jouer à ce poste-là. Maintenant, ce qui fait défaut à Alvaro, c'est sa régularité. Mhm. Et pour avancer encore du ligne, Guendouzi Gerson qui devrait partir en tant que titulaire. Qui fait quoi un peu dans ce milieu? Est-ce que Guendouzi reste en compensation et Gerson se projette un peu plus? Est-ce que c'est Guendouzi qui se projette plus? On sait que Guendouzi apprécie de pouvoir avoir ce rôle un peu box-to-box, de se projeter, de casser des lignes aussi balle au pied. J'ai l'impression que c'est un milieu où les deux peuvent le faire. Mm, mm. Mais j'ai pas l'impression aussi que dans le même le profil
qu'on nous annonce avec Gerson qui peut aussi le faire. Et on a l'impression que Gerson aime bien quand même l'offensif, aime bien aller se projeter en attaque, apporter un peu ce surnombre. Est-ce que Sampaoli va bien réussir à définir le rôle de chacun, ou alors il sera peut-être obligé de passer en 3-5-2 cette fois avec par exemple un Gay en sentinelle, enfin, et pour donner plus de liberté offensive aux deux? C'est une très bonne question. Ça va être un équilibre assez compliqué à trouver. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, je ne sais pas s'il va faire son 3-4-3 ou un 3-5-2. Parce qu'il y a un vrai équilibre à trouver. Comme tu l'as dit, Guendouzi-Gerson, c'est à peu près similaire. Donc, ça va vraiment être à Sampaoli de trouver le bon équilibre entre les deux. Pour commencer la saison, moi, j'ai envie de te dire que ça va plus être Guendouzi qui va être bridé, entre guillemets, dans des tâches défensives parce que tu auras un Gerson qui n'a pas l'habitude de jouer en Europe, malgré ses 70 matchs de Serie A. En tout cas, la Ligue 1, il ne la connaît pas. Donc, je le vois donner un peu plus de liberté à Gerson et en demandant à Guendouzi d'assurer un peu les arrières. Maintenant, est-ce que ça va être comme ça toute la saison? J'en suis pas sûr. Et puis, il y a cette possibilité-là de jouer aussi en 3-5-2 avec un Pape Gay qui, lui, pour le coup, est totalement capable de jouer sentinelle. Il l'a montré cette saison. Il a été excellent dans ce rôle-là. C'est le terrain qui va décider. C'est Sampaoli qui va mettre en brique tout ça. Mais pour l'instant, c'est difficile à définir. Ok. Et pour passer à l'attaque, dans ce 3-4-3 un peu, Payet qui aura les tâches créativité, qui jouera une sorte de rôle de faux neuf 10, 10 un Mhm. peu excentré sur un côté, mais très proche de l'axe quand même. Under qui aurait aussi ce profil de pouvoir, ou Conrad de la Fuente, ce profil qui pourra attaquer la profondeur, de percussion, de vitesse, de déstabilisation. Et on aura Milik en pointe, en buteur, en finisseur sur les centres par Amavier et Lirola. Est-ce que tu penses que, déjà, est-ce que ça va partir comme ça? Est-ce que ça sera, donc au Payet et Milik, ça sera à peu près sûr? Est-ce que Under a un avantage sur Luis Enrique qui a joué un peu sous Sampaoli? Est-ce que tu penses que l'un a l'avantage sur l'autre, ou alors ça se décidera sur le début de saison? Moi, je pense que Luis Enrique, il a clairement un avantage parce que le coach le connaît très bien. Il est affûté, il connaît Milik, il connaît Payet, donc les automatismes, ils vont être dès le début de saison, en fait. Ils vont être automatiques. Marseille n'a pas de temps à perdre, Sampaoli n'a pas de temps à perdre. Il faut que la mayonnaise, elle prenne, donc je ne les vois pas lancer Under titulaire direct. Maintenant, mon inconnu, c'est Dimitri Payet. Est-ce que Dimitri Payet est capable de jouer ailier gauche? Est-ce qu'il en a l'envie aussi? Là où il est le plus important, là où il a le plus d'influence, dans l'axe. Donc vraiment, ça va être un équilibre à trouver. C'est pour ça que cette question du 3-5-2 ou du 4-3-3, elle est très très compliquée à. Enfin, je t'avoue que je ne sais pas vraiment. 4-3-3, 3-5, 3-4-3, 3-5-2, on ne sait pas aujourd'hui. Et je pense que Sampaoli lui-même ne le sait toujours pas. Alors oui, il y a eu des recrues, Conrad de la Fuente, il y a eu Under qui ont été recrutés pour jouer sur elle, mais il ne faut pas oublier à cette possibilité-là de jouer en tant que piston. Under a la possibilité. Donc les cartes, elles sont entre les mains de Sampaoli. En fait, je te disais, je pense que Luis Enrique part avec un avantage certain sur Under parce que il a déjà des automatismes avec Milik, avec Payet, avec Lirola, avec Amavi aussi, même si Amavi a très peu joué. Ils se sont entraînés ensemble, ils se connaissent. Donc Luis Enrique part avec un avantage certain par rapport à Under. Concernant l'attaque, maintenant, pour moi, l'inconnu, c'est Dimitri Payet. C'est lui qui va un peu résoudre l'équation de l'attaque. Est-ce qu'il va jouer à gauche? Est-ce qu'il va jouer dans l'axe en tant que numéro 10? Je pense que ça va être un vrai casse-tête pour Sampaoli. Attention, un casse-tête qui va être intéressant, puisque si Dimitri Payet est à son meilleur niveau, ça peut être très, très, très important pour l'Olympique de Marseille. Ça doit l'être, ça peut être ton joueur clé. Donc ça va être vraiment à Sampaoli de faire prendre cette mayonnaise-là et puis d'essayer différentes choses. Là, on le voit pendant les matchs amicaux, il teste des choses. L'objectif, c'est de servir sur un plateau bilique et puis voilà. Mm.
Pour passer sur la partie calendrier de la Ligue 1, alors je l'ai fait parce que du coup, en regardant un peu le calendrier que Marseille allait avoir, je me suis dit qu'il y avait du lourd très très vite. Donc sur Sampaoli, on va être fixé très vite pour Ah donner. ouais, le début de championnat, il est incroyable, le début de championnat. Alors tu commences par un déplacement à Montpellier. Donc la Ligue 1 commence le 8 août. Donc déplacement à Montpellier. Montpellier, jamais facile de se déplacer. Tu reçois Bordeaux pour le fameux choc de chaque année. Mhm, Tu vas à Nice, ensuite tu reçois Saint-Étienne, tu vas à mhm, Monaco, tu reçois Rennes, ensuite c'est plus calme avec Angers, puis Lens. Tu te déplaces à Lille et le PSG arrive le 24 octobre. Donc bon, mhm. tu as encore du temps pour préparer le PSG. Ça va être rude, ça va être, t'affrontes Rennes, t'affrontes Monaco, t'affrontes Saint-Étienne, t'affrontes des équipes qui vont tout de suite, qui sont là pour se qualifier pour les Coupes d'Europe, qui vont rien te donner. Alors, il y a encore 4 matchs, 4 ou 5 matchs amicaux qui attendent Sampaoli pour rôder son équipe. Est-ce que ce calendrier, c'est finalement pas une bonne chose de recevoir du lourd tout de suite pour voir aussi quel joueur est compétitif et qui ne l'est pas et pouvoir déjà procéder au premier ajustement. Par exemple, on parlait de Luis Enrique. S'il voit que sur les 2 premiers matchs, Luis Enrique c'est un peu compliqué dans son utilisation. Peut-être qu'il passera directement à under pour aller tester aussi un peu under. Qu'est-ce que tu en penses de ce début de championnat déjà relevé? Et on n'oublie pas qu'il y a aussi, bon, ça n'a pas été fait, mais il y aura évidemment l'Europa League avec les tirages, Tout à fait, tout à les fait. qualifications qui sont en train de se jouer et les tirages, on connaîtra bientôt les phases de poule bientôt. Tout à fait. Déjà, je fais une petite aparté, l'Europa League, c'est génial, hein, de s'être qualifié, hein. Moi, les discours où on entend, il faut pas se qualifier en Europa League, tout sur le championnat, priorité Il faut pour se se qualifier en qualifier, mais il Ligue faut des prendre juste les champions. sous de l'Europa League. Oui, voilà, 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 et ça, C'est le ce discours en discours, France. et voilà, voilà, tout à fait, et ça, ce genre de discours, je n'en peux plus. Parce que quoi? Là, cette saison, tu fais un recrutement basé sur la jeunesse. Tu fais pas progresser des joueurs avec un match de Ligue 1 par semaine, c'est pas possible. Et tu le mois de janvier pour avoir un second match dans la semaine de Coupe de France, et encore, on connaît les résultats de ces dernières années à l'Olympique de Marseille, c'est pas fameux. Non, non, cette qualification en Europa League, elle est très, très importante pour l'OM, et puis on l'a vu cette année, hein, tu étais pas qualifié en Europa League ces dernières années, ton parcours en Ligue des Champions, il a été vraiment, pourri, dégueulasse. Donc là, en fait, tu es en train de former, tes joueurs, tu es en train de les préparer mentalement, physiquement, tu es en train de leur donner de l'expérience pour se qualifier en Ligue des Champions, être prêt l'année prochaine. C'est un très bon point. C'est Comme les Lille. Lille discours. avait fait 2 équipes, l'équipe d'Europa League un peu avec, Oui, on se voilà, souvient tout de à fait, tout Yazici à qui a fait. pété, on se souvient d'Arrojo, bon, il n'avait pas fait non plus une super phase de poule, mais il a joué, il a progressé. Et Yazici, c'est le plus grand exemple, il avait marqué 4 buts en 3 matchs. Donc vraiment, c'est aussi il- une vitrine, l'Europa League. Si Marseille, voilà, vu que tu as 2 équipes, là, on avait fait l'effectif tout à l'heure, à chaque fois, on a mis 2 noms par poste. Tout Ces à deuxièmes fait. noms, ils joueront pas, ils joueront peut-être quelques matchs de Ligue 1, mais ils joueront surtout l'Europa League. Et c'est important d'aller jouer l'Europa League à fond, surtout quand tu as l'effectif. Mais tout à fait. Puis en plus, Sampaoli, ce qui fait la qualité de son jeu, c'est l'enchaînement des matchs. Si tu as un match par semaine, tu n'as que des entraînements, c'est compliqué de mettre en place toutes les idées, etc. Donc c'est vraiment l'Europa League. Moi, je suis très très content que l'Olympique de Marseille se soit qualifié. Ça va donner de l'expérience, ça va être important, et je pense qu'on va se régaler. Pour revenir à ta question sur le calendrier, il est hyper compliqué dans le début de championnat, comme tu l'as dit, parce que tu prends Montpellier, Bordeaux, Nice, Saint-Étienne, Monaco, Rennes, c'est énorme, c'est énorme. Donc, va falloir que l'effectif soit prêt, parce que si la mayonnaise, elle prend pas, s'il y a des doutes, et cetera, ça va être compliqué. Maintenant, sur la globalité de cette première partie de saison, là aussi, attention. Alors, première partie de saison, tu te déplaces à Montpellier, tu te déplaces à Nice, tu te déplaces à Monaco, tu te déplaces à Lille, tu te déplaces à Lyon. À Clermont aussi. C'est À Clermont aussi. Donc, on ne sait pas Heu, trop qu'est-ce qui va se passer à ouais, Clermont. Donc, bon. ouais, 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 et je le disais avec un pote, dernièrement, tu te déplaces aussi à Strasbourg, juste avant Noël, tu vois? Et Donc, on n'oublie le pas, comme on a dit, de caler toutes ces Europa League les jeudis. oui, oui, Donc, tu vas jouer à peu près les dimanches en connaissant les calendriers. Donc, tu as 3 jours de repos. On sait très bien qu'il y aura beaucoup de récupération, un peu moins d'entraînement tactique. Donc, vraiment, il va falloir que les matchs servent vraiment à quelque chose et, et savoir tactiquement où tu en es sur les matchs. Parce que entre l'Europa League et la Ligue 1, on sait à peu près généralement les clubs
surtout les clubs comme l'OM, comme ça, ils doivent aussi miser aussi un peu sur la récupération. Mais tu pourras aussi faire du travail tactique avec ton équipe 1, puisque généralement, tu enverras ton équipe 1 bis en faisant tourner en Europa League, en faisant jouer tes jeunes joueurs comme De La Fuente. Donc, tu pourras aussi travailler et tactiquement et en récupération pour certains joueurs. Tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, la Ligue Europa, c'est du pain béni. Et quand j'entends, regarde Lille, ils ont été champions en faisant un huitième de finale. Ils ont fini premier de leur groupe, il me semble, ou si je me souviens bien, contre Milan AC. Ouais, je crois qu'ils finissent premier. L'OM, quand ils. Je ne suis pas sûr, on vérifiera. L'OM, quand ils Je vais font la vérifier. finale d'Europa League, ils finissent quatrième du championnat. Tout le monde disait ouais, mais s'il n'y avait pas eu l'Europa League, ils se seraient qualifiés en Ligue des Champions, La ils auraient deuxième fini après le troisième, Milan, c'est ça. deuxième après le Milan. Ouais. En battant le Euh, Milan, on, évidemment. on entendait ce discours-là, mais Marseille, si l'OM rate la Ligue des Champions, la qualification en Ligue des Champions, lorsqu'ils finissent en finale d'Europa League, c'est pas à cause de l'Europa League, hein. C'est dans les confrontations directes avec les adversaires, que ce soit Lyon, Monaco et Paris. Marseille prend 2 points sur 18. Donc il faut arrêter avec ce genre de discours défaitiste sur l'Europa League. Pour le calendrier, il va y avoir un début de championnat qui va être compliqué, mais je tiens quand même à souligner qu'il reste quelques matchs amicaux. Le programme, c'est Servette Genève, Braga, Benfica, Saint-Etienne, Villarreal. Et s'il y a autant de matchs amicaux, c'est justement pour se préparer à ce début de championnat qui va être assez compliqué. Oui, et entre le Villarreal le 31 juillet et le 8 août, donc tu auras quand même une petite semaine pour retaper Tout à physiquement les fait, tout à joueurs. fait, Donc tout à vraiment, fait. alors, juste pas se péter pendant les amicaux non plus. On sait que c'est des amicaux, l'intensité n'est pas ouf et c'est fait exprès pour éviter de commencer à se péter. Même, je sais pas, alors toi, tu sais mieux, est-ce que tout le groupe est revenu ou il reste encore des brebis galeuses en vacances? Mandanda est toujours en vacances. Milik C'est blessé, donc suit un il programme commence de à arriver à court de fond. récupération par rapport à sa blessure. Qui est-ce qu'on a d'autre qui est absent pour le moment? Gerson, il fait Euh, pas les JO. non, non, personne ne fait les Et JO. bon, bah, Aujourd'hui, Pablo Longoria l'a dit en conférence de presse. Aujourd'hui, il y avait la conférence de présentation, les conférences de présentation de Balerdi et de Conrad de la Fuente. Donc, Longoria l'a de nouveau précisé, aucun joueur de l'OM ne partirait au JO. La question s'était posée pour Gerson. Longoria l'a dit aujourd'hui, si Gerson était parti, on aurait pu ouvrir la porte pour d'autres joueurs, mais le championnat commence tôt. Il va falloir qu'on ait nos joueurs, notre effectif le plus tôt possible. Donc, hors de question de faire partir un de nos joueurs. mm. Juste avant de finir la truc, je voulais te poser une dernière question avant de passer sur quelle place pourrait finir l'OM. Il y a un joueur aussi qui aurait pu rejoindre l'OM, alors sûrement à la place de Gerson, si ça n'avait pas été possible. Il y avait Arturo Vidal, que je connais, Ah bah, on tu va le dire, connais bien, plutôt toi. bien. On va dire qu'on essaye un peu de s'en débarrasser depuis quelques semaines avec son salaire de 6,5 millions. Il y avait des rumeurs comme quoi l'OM pouvait aller dessus. Est-ce qu'il y avait des vraies infos? Est-ce que vraiment l'OM voulait au moins y réfléchissait sérieusement? Ou alors c'était juste Mais des tweets? Et non, non, sinon, non, non. L'OM s'est renseigné sur Arturo Vidal. le salaire Euh, a tout de suite posé problème, de toute Mais, façon. le problème a été son salaire et puis aussi l'inconnu de son niveau. Il faut rappeler que l'OM reste traumatisé par Kevin Strootman. C'est un mec que tu allé chercher en Serie A, que tu as payé cher, oui, que tu as payé cher en indemnité, en salaire. Et puis je pense vraiment que l'OM veut tourner cette page-là. Après, il y a toujours Des... la relation 2015-2017 Oui, tout à fait, Sampaoli-Vidal. mais c'est pour ça que Euh, des contacts oui, oui. ont existé, hein. C'est Sampaoli qui a pris la température pour savoir si Arturo Vidal était disposé à l'Olympique de Marseille et sous quelles conditions. Maintenant, ça s'est arrêté au simple contact parce que le salaire était trop onéreux. Mais l'Olympique de Marseille, ces dernières années, a essayé de faire des recrutements de style Real Madrid, FC Barcelone. Je m'explique. Strootman, Balotelli. euh, c'est des coups, mais ça marche pas. L'OM ne peut pas se permettre de faire des coups pareils parce que l'OM n'a pas les moyens. Et ça,
Pablo Longoria l'a bien compris. Arturo Vidal, ça rentrerait dans cette même lignée. Pablo Longoria l'a compris. L'OM, c'est pas le Real Madrid. L'OM, dans sa situation actuelle, je dis pas que les choses, elles sont figées à jamais, bien au contraire. La situation, elle peut évoluer pour des tas de raisons. Mais actuellement, l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de proposer des 5-6 millions d'euros à des joueurs qui ont 33 ans, 34 ans et qui stagnent dans leur grand club. Ce n'est plus possible. Donc, on a pris ce virage à 180 degrés vers une politique de jeunes joueurs. Mmh. Et oui, pour finir sur le cas Arthur Vidal, avant de passer sur les pronostics de classement de l'OM, c'est vrai que, alors bon, même si j'aurais bien aimé qu'il parte du club, quand je voyais à l'OM, alors moi j'avais tout de suite la hype un peu Sampaoli, me dire, ah, 2015-2017, il l'a connu, Vargas, Sanchez, Sampaoli. Ah, tu voulais nous le refiler, ouais. Mais je pense qu'il aurait, avec Sampaoli, je pense il aurait quand même baissé son Je salaire. pense aussi. Ouais. Après, c'est Vidal, donc il faudrait quand même qu'il faut qu'il paye ses villas et ses soirées. Donc, je dirais qu'il aurait baissé à 3 millions, 2 millions 5, 3 millions. Je ne sais pas si à même 2 millions 5, 3 millions, ça reste compliqué même pour l'OM d'aller l'assumer financièrement. Quand Gerson, il prend combien en salaire? Gerson, ça peut monter à 300 000 euros par mois. Je crois qu'il prend 250 000 de fixe et selon les primes, ça peut grimper à 300 000. Ouais, bah même avec 300 000, donc ça fait un. Ouais, il fait 3 millions 600, donc ça aurait pu être la moitié du salaire d'Arturo Vidal. Donc niveau salaire, c'était à peu près similaire. Donc c'est vrai qu'Arturo Vidal, ça aurait pu être une bonne piste, mais c'est vrai que Ouais, son mais état physique, son état physique aurait le, été de le, très gros problèmes. le problème, Karim, c'est que avec Arthur Vidal, tu as l'inconnu de son niveau physique. Et puis, il a 33 ans, il a 34 ans. Donc, Ouais, 34 payer ans, un ouais. joueur payer un joueur de 34 ans C'est du 300 court-termiste, 000 ouais. euros, ouais, voilà, ou payer un jeune joueur de 24, 25 ans 300 000 euros, c'est pas la même chose. Gerson, il a signé pour 5 ans. Mais Gerson, oui, oui, c'est un très bon coup, hein. Même Vidal, à la fin, j'ai eu des craintes, mais Gerson, évidemment, pour moi, limite, même, c'est même meilleur que Vidal, puisqu'il y a une progression, il a une marge de progression. Il est vraiment voulu totalement par Sampaoli et par Longoria. Tu pourras Allô? même faire du business, entre guillemets, dans 3, 4, 5 ans, si tu peux le revendre à 50, 60 millions. Ah, mais Gerson, c'est le coup c'est ce parfait. qui est prévu, hein. C'est ce qui est prévu, hein, faut pas se voiler la face, hein. Longoria, il est là, il a bien compris que, il devra vendre certains joueurs. Alors je dis pas qu'il va modifier l'effectif à 70 chaque année, hein, parce que ce qui se passe cette année, il faut pas se tromper. C'est dû à, encore une fois, la gestion catastrophique de Jacques-Henri Hérault, où tu as la moitié de ton effectif qui est parti en fin de contrat parce que tu leur as offert des salaires monstrueux, que tu ne pouvais pas les renouveler par rapport à leur niveau. Donc cette année, on a affaire à un mercato assez agité du côté de l'OM. Certains pensent que ça va être comme ça à chaque mercato, mais c'est faux en fait. L'effectif cette année, il fallait le renouveler. Il y a 10 joueurs qui sont partis, qui sont partis. Il faut les remplacer, ces joueurs-là. Mm. Donc, Euh, plus tard, oui, il y aura des ventes, ça c'est une certitude, mais il n'y en aura pas 4 ou 5. pour faire un peu le pronostic de la saison prochaine, Marseille, qui évidemment, objectif clair et affiché, se qualifier pour les 3 premières places, faire top 3 ou même top 2 pour être sûr d'être qualifié sur la Ligue des Champions 2022-2023. Donc, tu avais fait le tour des concurrents. Donc, par exemple, Lille qui va devoir vendre cet été et qui a pris Gourvenec. Monaco qui pour le moment n'agite pas trop sur le mercato. Lyon qui commence un peu à C'est bosser vrai. un petit peu avec Peter Boss. Et pour les autres concurrents, ça n'a pas l'air d'être du très solide. Nice, on sait que c'est sur du long terme qui pourrait embêter pour le top 3. J'ai envie de dire, alors le PSG hors classement évidemment, surtout avec le mercato qui viennent de faire. Du coup, pour finir premier du top of the rest, comme on peut l'appeler, Mmh. est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire sans porter la poisse à l'OM, que c'est entre guillemets royal pour l'OM, avec le coach qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont recrutés? Faut que la mayonnaise, elle prenne. Vraiment. Le mercato est bon, le coach est excellent, tu as un grand buteur,
Mais il faut que la mayonnaise, elle prenne de suite. On a évoqué le calendrier, ça va être compliqué. La vérité, elle est sur le terrain. Voilà, c'est du football. On l'a vu cet été avec les Bleus à l'Euro. Oui, on avait un bon effectif. Le groupe était costaud, mais bon, avec la troisième place qualificative, il y avait quand même de grandes chances que tu te qualifies. La vérité, c'est celle du terrain, celle qui va se dessiner aussi dans le vestiaire. Ça va être Sampaoli a vraiment de grosses responsabilités sur ses épaules parce que Longoria lui a donné l'outil qu'il voulait. La plupart des recrues, c'est Sampaoli qui les voulait. Sampaoli a entre les mains l'outil qu'il voulait et ça va être c'est sa responsabilité. Mmh. Et par rapport à la concurrence, oui, je te rejoins, on l'a évoqué tout à l'heure. Nice, ça va être compliqué. Lyon, Peter Bosz, je suis très, très curieux de savoir ce que ça va donner parce que c'est un entraîneur, on l'a vu en Bundesliga, il fait des débuts de saison assez canons. Mais le problème de cet entraîneur-là, c'est que ces effectifs-là, sur la durée, je parle la durée d'une saison, hein, je ne te parle même pas sur le long terme d'une ou deux saisons. Je parle sur une seule saison. Sur la deuxième partie, ça s'écroule toujours. Donc, Marseille ouais, a de bonnes chances de figurer sur le podium, mais il va falloir bosser, ça c'est sûr. Ok. Eh ben, on a fait plus d'une heure d'enregistrement. Tu dirais top, on a dit donc top 3 obligatoire. Tu verrais deuxième, troisième, l'OM? Allez, je veux pas mouiller, je vais dire troisième. Voilà, troisième. Tu mets Et qui si, devant? même si devant, je mets Monaco. Monaco? Dans la Monaco, continuité? ouais, Monaco, parce qu'ils ont vraiment bien bossé dans la deuxième partie de saison. Ils ont vraiment été impressionnants. Il y a eu ce petit accrochage contre Lyon où ils ont perdu alors qu'ils ne méritaient pas forcément de perdre, qui leur a un peu fait peur sur la fin. Mais sinon, sur ce qu'ils ont montré sur la deuxième partie de saison, c'était assez costaud. Pour l'instant, ils sont assez discrets sur le marché des transferts, mais je pense que il va se passer des choses de leur côté. Et puis devant, bah, tu l'as dit, hein, top of the rest. Hein, premier, Paris Saint-Germain. Ils font venir Ramos, ils font venir Wijnaldum, ils font venir Hakimi. Ça va être compliqué de les détrôner. Hein. Ouais, je pense que cette fois-ci, ça va être fort pour la Ligue 1 2022. Et je voulais aussi, pour finir, ton avis sur Milik. Alors, pas sur le joueur, ça, on connaît ses qualités, on connaît son profil et tout. Est-ce que c'est. Alors, aussi pour l'OM, c'est quand même, on va dire, un peu ouf d'avoir un attaquant comme Milik, un grand buteur très, très prolifique en Serie A. Est-ce que, par contre, ça gêne pas peut-être surtout le peuple marseillais que c'est un attaquant à tout moment, alors il ne va pas non plus le faire en plein milieu de saison, même si il pouvait déjà partir, mais est-ce que à tout moment Milik peut partir? Est-ce que ça gêne pas un peu les supporters marseillais que tu es dans l'inconnu un peu avec Milik, peut-être qu'il peut partir en hiver, il peut repartir en été. Enfin, on ne sait pas un buteur on se dit oh, dans 3 ans, à part si par exemple si tu as un jeune buteur et qui progresse et dans 3 ans tu le vends parce qu'il y a une offre à 90 millions, tu le vends, mais est-ce que ça ne gêne pas un peu le peuple marseillais de dire à tout moment tu peux le perdre parce qu'il aura des envies d'aller à la Juventus ou dans un plus grand club? Bah oui, forcément, c'est gênant, Crimo, mais bon, on parle de Arkadiusz Milik. Nous, ça fait 4-5 ans, on mange notre pain noir. Hein. On a eu des Valère Germain, on a eu des Mitroglou, il y a eu l'étoile filante Balotelli, Benedetto, faut s'accrocher. Hein. Donc oui, il y a ce risque-là qu'ils partent, mais de toute façon, Longoria est un fin négociateur. S'il doit partir, c'est pas à n'importe quel prix. Parce que ce qu'il y a de rassurant avec Milik, c'est qu'il l'OM et Boria l'a répété à de nombreuses reprises, Milik est un joueur de l'Olympique de Marseille. Il appartient à l'OM. Donc il y a ce côté rassurant. Maintenant, s'il doit partir, eh bien, ça serait malheureux. Mais je pense que Longoria aura les capacités financières et la connaissance du marché pour pouvoir vite rebondir. Mais avoir Milik à l'OM, c'est une chance incroyable. Moi, quand on m'a dit que Milik allait venir à l'OM, un peu à la Sampaoli d'ailleurs, mais j'y croyais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre là en fait? En plus, il est arrivé à la fin du mercato d'hiver, ils n'étaient plus qualifiés en Ligue des Champions, les résultats ils commençaient à être en dents de scie. Et je pense aussi que pour parler du joueur, il se plaît vraiment à l'OM. Il a dit dans des interviews, moi je me plais, pour l'instant je ne me vois pas partir, maintenant le football c'est comme partout, et je préfère un joueur qui a un discours
un peu franc, un peu honnête, plutôt que quelqu'un qui va nous vendre des salades en nous disant, je veux finir ma carrière ici et qui, 3 mois, 6 mois après, il est plus là, hein. Mmh. Bah, merci du coup Nico pour, cet Bah, merci à enregistrement. toi, Crime aussi. J'espère qu'il a pas pété parce que bon, là, c'est en train d'enregistrer, mais j'avais déjà fait un test sur l'enregistrement qu'on avait fait la dernière fois. Il avait réussi à être enregistré, donc j'espère que celui-là, aussi. Est-ce que tu as un dernier mot sur, l'Olympique Lyonnais? Non, sur l'Olympique, oh là là, ah, je vais me faire finir. Sur l'Olympique de non, parce que La gueule. je viens de voir une news encore sur André Onana, parce qu'il y avait l'Inter qui était dessus et là, Lyon qui a fait une nouvelle offre qui devrait satisfaire l'Ajax. Donc, c'est pour ça que je dis Olympique Lyonnais. Pour l'Olympique de Marseille, est-ce qu'il y a de la good vibes, comme on dit, qui arrive pour Ouais, 2021-2022? mais carrément, moi je suis excité de ouf de découvrir, des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe. En plus, croisons les doigts, le stade va être rempli, les jauges, vont être, abolies. Oui, good vibes. Maintenant, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Mais je suis trop content, je vais découvrir Gerson, un mec que j'ai jamais vu jouer, on va revoir Guendouzi en Ligue 1, on va découvrir Conrad de la Fuente, on va voir surtout Luis Enrique. Moi, j'attends beaucoup de Luis Enrique, hein. Cette saison, je te le dis, Karim, tu le Mhm. gardes pour toi, ça va être la saison de Luis Enrique. Il va exploser. Voilà, moi, je vois des photos de lui, il est là avec ses biceps tout gonflés, avec de la transpiration sur le front. Ça me plaît tout ça, tu vois, ça bosse. Et puis, il a une marge de progression énorme, ce joueur-là. Donc, ouais, ouais, très, très hypé et on croise les doigts pour que la maillot, elle prenne. Ok, bah merci Nico pour cette émission spéciale OM, en espérant Merci à te toi, retrouver Karim. bientôt Merci, peut-être. merci pour l'invitation. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Mm. Merci d'avoir pensé à moi pour faire cette émission-là et tu l'as vraiment rondement menée, donc je te félicite. Puis Mm. oui, j'espère, de toute façon, on se retrouve bientôt sur le Club des 5 à la rentrée. On Et espère, on puis, espère. et puis voilà quoi. Ah, tu reviens au club des 5? Est-ce que t'as pas été si froissé par les avis sur tes chemises, on va dire, originales? Non, 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 j'ai pas été fâché. Au contraire, je vais revenir avec encore plein de nouvelles chemisettes et ils sont pas au bout de leur surprise. Ok, Nico. Bon, vas-y, bonne soirée. Merci Karim, à bientôt. À Salut. bientôt.